formule consacrée. Nous venons avec une dose de vérité, vous parler et échanger sur les grands sujets de l'heure avec des top leaders, des managers, des gens qui influent sur le destin du monde, de l'Afrique et du Cameroun. Alors, on a suivi Paul Biya l'autre jour et aujourd'hui, les jeunes qui créent, hein, on ne les cherche pas puisqu'ils sont là, ils trouvent en plus. On va parler de cette jeunesse entre désespoir, espoir et désillusion pour voir comment au Cameroun en 2016 on peut être manager, on peut monter sa structure, on peut donner de l'emploi quand on est parti presque de rien. Notre invitée c'est Candace Nkot Bissek. Elle est country manager, c'est le terme très importé, mais en réalité elle est directrice de Kemu. Elle va nous en parler dans quelques instants, mais j'aimerais vous présenter Aristide Kenda Kenda, l'éditorialiste qui m'accompagne, qui vous accompagne, un visage qui vous est familier. Bonjour Aristide. Bonjour Martial, bonjour Candace. Que dire? Faites de la jeunesse, emploi jeune, une question importante parce que je crois que le discours du président de la République, il a mentionné que sa plus grande douleur, c'est la question de l'emploi jeune. Et la solution qu'il a trouvée, c'est d'envoyer justement les jeunes au champ. Aller au champ parce que dans les produits du champ, on peut justement s'en sortir. Mais la question que l'on pose, c'est de savoir, quand on a fait de bonnes études et qu'on espère travailler soit dans le privé ou dans le public, et qu'à la dernière minute, qu'on vous demande que tout ce qu'on a trouvé, qu'on vous dise que tout ce qu'on a trouvé pour vous, c'est de retourner à la terre. On retourne à la terre de quelle façon? C'est l'agriculture de première génération, de deuxième génération, et même quand les jeunes pourront trouver des espaces, comment pourront-ils sortir les produits des champs parce qu'il n'y a pas les infrastructures routières? En parlant d'infrastructures routières, justement, en Bissok, tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai quitté Yaoundé. Vous savez, je viens tous les week-ends de Yaoundé pour l'émission. J'ai quitté Yaoundé à 4h30, je suis arrivé à Douala à 7h, mais je suis arrivé à mon hôtel à 9h parce qu'il n'y a pas de route, il y a embouteillage à partir de 7h. Et tout à l'heure, je n'ai eu le temps que de poser mes bagages, me débarbouiller un tout petit peu. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon ordinateur. Je prends un taxi course, mais qu'est-ce qui se passe, Bissok? C'est que je suis obligé de descendre le taxi course pour monter sur un bensikin qui doit faufiler parce que je ne dois pas arriver en retard. Autre activité qui, pour ma part, est une insulte pour nos enfants, ce sont les bensikins. Monsieur le Président, je pourrais dire, comme le titre de cette émission, espoir ou désillusion. Mais bonjour en fait, Candace. Bonjour. Bonjour Candace. Vous au moins vous n'avez pas pris un bensikin pour arriver ici. Non, pas ce matin. Non. Mais vous en prenez souvent. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Plus jeune? Oui. On vous a bâché? C'est comme ça qu'on dit bâché ou bâché? Je suis trop grande pour monter à deux sur une moto, malheureusement. Ah, d'accord. Mais sinon, je suis venu en moto tout à l'heure. Parce que si je restais dans mon taxi, je serais arrivé, peut-être l'émission serait terminée. Donc ça pose un autre problème de l'organisation de la société. Dans ce désordre bien organisé, on voudrait quand même écouter des notes d'espoir parce que vous pouvez créer de l'emploi. Ça pose surtout, Bissok, le problème de la responsabilité du chef de l'État. Parce que justement, pendant 33 ans, le sentiment qu'on a, c'est que le chef de l'État n'a pas été là avec nous. Parce qu'on a l'impression, même quand vous suivez son discours, que, bon, vous savez, avant il pouvait écrire son discours, mais aujourd'hui on a le sentiment qu'il lit quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Est-ce que c'est le sentiment de Candace? Vous avez suivi le discours du président Paul Biya? Des extraits. Moi j'ai été particulièrement touchée par justement le fait qu'il ait évoqué fortement l'économie numérique, le fait que la jeunesse pouvait porter cette économie-là, que les entreprises devaient activement s'impliquer dans la transformation numérique de leur activité. C'est quelque chose qui, pour moi, je pense est important pour les responsables d'entreprise que nous sommes, mais également pour les jeunes qui, jusque-là, n'auraient pas conscience de l'existence de ce secteur et de ses opportunités. Je pense que ça a été une très intéressante introduction. Alors, mais Candace, ce que je voulais savoir, parce que c'est très important, pourquoi vous avez suivi juste des extraits?
Vous n'avez pas assez de temps, vous êtes occupé parce que vous êtes country manager. Je travaille énormément, 7 jours sur 7. Et vous n'avez pas le temps pour écouter le chef de l'État pendant 30 minutes? J'ai la chance, grâce au numérique, de pouvoir télécharger des versions écrites du discours de chef de l'État après qu'il soit passé. Et comme Non, j'avais surtout peur que ce soit un désintéressement, parce que souvent les jeunes disent il va dire la même chose. L'année dernière, il a parlé de la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Cette année, il a parlé de la professionnalisation de l'enseignement secondaire. On n'a jamais évalué. Et vous savez, juste après l'émission, sur un plateau de Canal de Yaoundé, 4 ministres étaient sur le plateau et une dame dans le public a interpellé les ministres en disant « Vous, on ne croit plus à votre discours, on ne croit plus au discours politique. » Et le ministre Oona était obligé de dire « Vous devez croire au discours politique, vous devez croire. » Mais en réalité, c'est parce qu'il y a donc ce détachement et j'avais peur que ce soit la raison pour laquelle vous n'ayez suivi que quelques extraits. Je pense que l'enjeu n'est pas tant la foi ou la croyance, c'est de la communication aussi. C'est dévoiler un peu un pan de la stratégie gouvernementale ou alors les axes que le chef de l'État voudrait donner. Et ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de dire aux populations qui ne s'y sont jamais intéressées, de dire « Ah, ce serait d'économie numérique, porter un œil dessus parce qu'on souhaite que des choses se passent. » Et pour des promoteurs d'entreprises comme les nôtres, c'est extraordinaire parce que nous pouvons prendre cette introduction du chef de l'État, l'approfondir et venir sur des plateaux comme les vôtres pour vous parler plus en détail des avantages que cette économie-là aurait pour l'économie camerounaise. Il faut préciser votre secteur, c'est le e-commerce. Le e-commerce en particulier. Ça veut dire quoi exactement parce que tout le monde ne comprend pas. C'est vrai que c'est la nouvelle technologie. Tout à fait. Donc l'e-commerce, bon, je vais vous prendre déjà l'économie numérique au sens large puisque c'est le gros thème d'activité. C'est, si vous voulez, cet écosystème-là qui permet à plusieurs secteurs de créer de la valeur avec Internet, les logiciels ou les télécommunications au cœur de leur activité ou en support de leur activité. Dans cette économie numérique-là, il y a plusieurs secteurs qui gravitent autour, on va dire, dont les jeux vidéo, les services en ligne et donc l'e-commerce qui en constitue une part significative. L'e-commerce, c'est la vente et l'achat de produits ou services en ligne, en résumé. Alors, Candace, certains pourraient se dire à la maison, parce que nos plateaux télé sont parfois devenus ronronnants, on invite toujours les mêmes qui ont déjà la carte du parti des plateaux télé, mais inviter une jeune dame, les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi vous? Nous, on n'a pas attendu que ce ne soit que Forbes, par exemple, qui vous mette à la une, Forbes qui est le magazine Forbes Afrique, de qualité. la version africaine. Vous avez fait la couverture, la première, j'allais dire la première partie, mais je veux dire en première partie, vous étiez en couverture parmi les 30 Africains les plus influents. C'est ça. Et nous, pour ne pas être en marge, on a décidé de vous prendre. Alors, vous sortez quand même de l'ESSEC de Paris. Après un tour par soir, vous avez marché à Abidjan, partout, et vous êtes arrivé à Paris, vous êtes diplômé de l'ESSEC. Et quand on est diplômé de l'ESSEC, est-ce qu'on rentre pour intégrer, je veux dire Orange Sénégal ou MTN Sud-Afrique, enfin une multinationale très prédatrice au passage? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre peut-être à votre propre compte et pas être attiré par, enfin aller gratter les cartes dans une multinationale par exemple? En réalité, pour clarifier, Kémon appartient à un groupe qui est une multinationale, Africa Internet Group, qui est un acteur numéro 1 de e-business, c'est-à-dire business via Internet. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas très c'est Africa, ça sonne Africa dans le vrai sens du terme. Oui. C'est installé où, la base? Mais est-ce que vous êtes libre et qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine? Parce que vous aurez pu suivre un parcours classique. Plus classique. De cadre normal. Ouais. En réalité, j'avais déjà un parcours classique de cadre normal en France. Donc, ce qui m'a intéressé quand un recruteur m'a approché pour ce poste, c'était écrire l'une des premières pages de l'e-commerce en Afrique et au Cameroun. J'avais l'opportunité d'être un acteur d'un secteur qui pouvait changer mon pays. Et c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Donc, j'ai fait mes valises et je suis... Et à ces jeunes qui veulent se lancer chaque jour, mais qui n'ont personne, qui n'ont pas de banque, qui n'ont qu'un discours virtuel, un discours numérique du chef de l'État, une fois par an, mais après le mauvais cœur de tous ces ministres-là qui viennent faire les beaux à la télé alors qu'ils sont haineux de l'entrepreneuriat, je pèse mes mots, est-ce qu'on a la force de continuer quand on n'a personne qui vous tend véritablement la main? Je ne parle pas de petite politique, je parle de la sincérité. Parce qu'on sait ce qui se passe dans tous ces ministères-là.
C'est à peine si on ne jette pas les dossiers des jeux. Personnellement, et moi je m'appuie sur mon expérience personnelle pour le faire, Allez-y, on vous écoute. j'ai pour habitude de dire qu'on peut passer sa vie à se plaindre de ne pas être invité à la table de certaines personnes, ou on peut dresser sa propre table et manger ce qu'on veut. C'est ce que j'ai fait toute ma vie et c'est ce message que je porte à la jeunesse en fait. Chaque fois que je vais à un événement, quand je fais des formations ou quand je m'investis personnellement pour leur développement professionnel ou personnel. Il faut, pour avancer, parfois oser cesser de regarder la paille dans l'œil du voisin et s'occuper de sa propre vision. Est-ce que vous avez du temps pour vous-même? Je fais ce qu'il me plaît, je suis épanouie dans ce que je fais. Vous travaillez combien d'heures par jour? Je n'ai pas de limite, je travaille tant que je pense qu'il est nécessaire que je travaille. Mais c'est parce que je suis passionnée par mon métier. Pour compléter votre CV, parce que nous sommes dans cette partie, oui. Vous avez quand même été mannequin, vous avez joué au basket, Oui. Racontez-nous un peu. Je suis une débrouillarde. Donc, quand j'étais à l'université de Yaoundé de Soa, je n'avais malheureusement pas beaucoup d'argent. Et j'aimais déjà le sport et j'avais fait du basket au secondaire. Donc, j'ai intégré l'équipe de Yaoundé de Soa parce que, notamment, quand on avait la chance de représenter l'université aux Jeux universitaires, on gagnait un peu d'argent et c'était de beaux voyages qui m'ont fait découvrir le Cameroun. En ce qui concerne le mannequinat, ça a commencé un peu par hasard. Je marchais dans les rues de Yaoundé et un promoteur m'a approché, m'a demandé si je voulais devenir mannequin. J'ai dit oui. Et même si dans le cœur, je suis plus orientée vers les métiers formels, secteur tertiaire. C'est une belle expérience qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et voilà, ça allait d'arrondir surtout des fins de mois. Parce que vous avez aussi fait Miss Cameroun? Oui. Vous avez été Miss? Vous avez été non, pas du tout. J'ai été candidate malheureuse. Ils sont pas justes. Ils sont pas justes. Oh, c'est des nouveaux souvenirs. Monsieur Kenda, concentrons-nous. Pourquoi? Parce que c'est une belle fleur, c'est une belle Camerounaise, et que le modèle, c'est beaucoup de dermovate pour se gratter la peau avec des... Mais bref, est-ce que... Bon, bref, vous avez compris la question ou pas? Est-ce que la vraie femme authentique, belle, naturellement, ça ne passe pas dans ces concours où il y a beaucoup d'interventions, de tricheries, de fraudes, de soupçons, bref? Oh, je pense que c'est une aventure intéressante pour toute jeune fille qui aurait envie de s'y lancer. Après, il faut toujours garder à la tête quel est son but dans la vie et considérer ça comme une expérience enrichissante, quelle qu'en soit l'issue. Après, les choix esthétiques des uns et des autres sont secondaires par rapport aux enjeux, par exemple, de ce que l'économie numérique peut apporter à un jeune ou à un moins jeune, à une femme ou à un homme. Pour parler justement d'économie numérique, je reprends mon mot. J'avais ailleurs, on sent que quand vous allez par exemple au Rwanda, vraiment les gens, à la 3G déjà, les gens sont... le débit est normal. Nous sommes déjà à la 4G, alors que la 3G a été un échec. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsque le président invite les populations à s'arrimer à l'économie numérique, est-ce que toutes les infrastructures sont adéquates? Est-ce que nous sommes capables? D'ailleurs, je suis allé sur Internet pour chercher votre CV. Je n'ai pas pu, pas parce qu'il n'y a pas votre CV, mais je n'ai pas pu avoir accès à la page. Donc, comment vous vivez ça, vous qui travaillez au quotidien avec... Oui, c'est effectivement l'un des challenges de l'économie numérique au Cameroun. Typiquement, l'accès à Internet et l'accès à l'électricité, quand même, sont des denrées essentielles à son fonctionnement. Néanmoins, on ne peut pas attendre que les choses soient parfaites pour agir, sinon les autres prennent de l'avance et on est en retard, ce qui est dommage. Candace, est-ce que vous savez que la formule de cette émission, c'est langue de bois. Langue de bois s'abstenir. On allait le dire ensemble. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes jeune, hein? Peut-être que je n'ai pas compris bien votre question. Oui, attendez, je vais essayer de vous relancer. Est-ce qu'on ne vit pas dans un pays de grands mensonges où tout le monde se ment de la tête jusqu'au bensikineur? C'est-à-dire, on vous annonce que l'eau coule, l'eau n'a jamais coulé, il y a la lumière, ça se discute, on est à la 5G alors qu'on n'a même pas déjà la 2G, et on va de petits mensonges en petits mensonges, le tout aligné, ça fait quand même une petite bombe sociale et ça joue sur votre entreprise. Vous, c'est le numérique, ça veut dire le virtuel. On commande en ligne, on est livré. Mais quand on ne peut pas déjà se connecter, et même quand on ne peut pas être livré à temps, parce qu'il n'y a pas de route, ou il y a des embouteillages, ou il y a ces motos, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à tenir une grande entreprise quand on a tous ces facteurs? Et puis, en deuxième partie, on va parler du côté administratif, des lenteurs, du tribalisme, de la petite haine, de la corruption. Mais là, maintenant, je veux dire, rien que pour votre travail dans le numérique, est-ce qu'on peut parler d'économie numérique dans un pays analogique et villageois?
Ce sont sans doute des mots un peu forts, mais pour ma part, je crois intrinsèquement que ce soit pour une entreprise, pour un pays ou pour une personne, les challenges rendent fort. J'ai été récemment en Inde, j'ai été il y a 3-4 mois au Nigeria. Ce sont des pays qui sont loin d'être parfaits, où il y a des problèmes de route, d'infrastructure, de tout ce que vous voulez, mais c'est des économies qui explosent et qui donnent le rythme au monde et à l'économie mondiale. Si nous mettons le nez uniquement dans les challenges et ne nous concentrons pas sur les solutions, c'est un problème. L'exemple de l'e-commerce, nous devrons livrer des clients sur l'ensemble du territoire camerounais, 250 localités dans les délais les plus optimaux. Il n'y a pas d'adressage fixe au Cameroun. Parfois le téléphone ne passe pas. Parfois la connexion Internet ralentit notre système d'information. Mais nous nous battons, nous nous adaptons. Le taux de bancarisation est très bas au Cameroun. Lancer un site d'e-commerce dans un pays où le taux de bancarisation est très bas peut relever du suicide. Non, nous nous adaptons, nous décidons de mettre en place le paiement à la livraison pour que tous les Camerounais qui s'y intéressent puissent le faire. Donc oui, il y a des challenges, monsieur Bissop, mais de l'autre côté, nous sommes jeunes, nous sommes motivés, nous nous adaptons et nous avançons. Au passage, on a envie de saluer peut-être, parlant de moyens de paiement, vous avez dit le paiement à domicile, oui. Mais il y a Orange Money. Oui, enfin, je ne sais pas si je devrais le dire. Le paiement mobile. Bon, peut-être un petit Tradex, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais est-ce que vous ne sentez pas que ces gens sont en train de dépasser, de rendre les banques ringardes parce qu'ils sont en train de s'arrimer à la nouvelle donne, c'est un peu plus moderne et que c'est peut-être vers ces solutions que les banques devraient aller, sinon elles vont disparaître parce que c'est quand même moderne, Orange Money. Enfin, pourquoi je dis Orange Money tout le temps? Les autres vont se fâcher. Ah, effectivement, MTN Mobile Money. Voilà, donc... Est-ce que c'est pratique, c'est voilà? Oui, le paiement mobile, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a révolutionné des économies sur le continent comme celle du Kenya, où c'est né à travers M-Pesa. Je ne sais pas si le paiement mobile va mettre complètement en danger les banques, mais va créer une autre forme de bancarisation. Qu'on appelle le mobile banking. Mobile banking, absolument. Je pense que ça va permettre aux Camerounais qui n'ont pas le temps ou la flexibilité ou les revenus pour se créer un compte en banque formelle de faire des transactions dématérialisées et d'envoyer de l'argent même dans les contrées les plus reculées. C'est surtout la dématérialisation. Absolument. Donc on peut faire un transfert d'argent à sa grand-mère qui est au village où il n'y a aucune agence de transfert d'argent formel, etc., etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose. De là à dire que ça va complètement anéantir le secteur des banques, probablement pas, parce qu'il y aura toujours des transactions de très gros volumes entre entreprises, par exemple, qui devront transiter par le secteur bancaire. Mais je trouve que c'est encore une fois de plus une belle preuve d'adaptation du continent africain et des individus aux contraintes de leur écosystème. Et Bissot a parlé tout à l'heure de la deuxième partie, c'est-à-dire l'administration. Vous savez qu'au Cameroun, les procédures tuent la performance. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la construction de votre entreprise? Et en deuxième partie, quelle est la taille de votre entreprise et quelle est la moyenne d'âge? Les obstacles que l'on rencontre... je pense que ce sont ceux de toute entreprise. Il faut interagir avec l'administration fiscale, avec l'inspection du travail, avec toutes ces entités-là. Ça se fait, je pense, pas plus difficilement que pour d'autres entreprises. La nôtre, en tout cas, Caïmon appartient au groupe Africa Internet Group, donc avec une constellation d'entreprises comme Carmoudi, Jovago, Lamoudi, Everjobs, Jumia. C'est sud-africain? Kemu, c'est un peu sud-africain. En réalité, Africa Internet Group est un peu sud-africain, un peu allemand, un peu français, un peu suédois, me semble-t-il, par son actionnariat. C'est le monde, finalement. C'est la mondialisation. La mondialisation, on va en parler tout à l'heure. Alors, nous a rejoint dans ce studio quelqu'un qui a une voix qui porte. Son action politique n'a jamais été cachée, même si c'est à travers des notes, souvent bien agencées. Il s'est permis il y a quelques années de faire une lettre à Paul Biya. Et dans cette lettre, on ne peut pas dire qu'il était si gentil. Mais le texte était fort et c'est Valsero. Et nous préférons recevoir des jeunes ici qui portent leurs paroles, qui ont des convictions et qui ont leurs rêves. Candace, on vous présente Valsero. Bonsoir. Ah non, bonjour Valsero. Je sais que vous vous levez à peine. La route était longue. Plutôt. Vous venez de Yaoundé? Non, c'est pire. On croirait que je viens de Yaoundé, mais je viens juste de Bonabéry, c'est encore pire. Non, mais c'est pas possible. Ah, je te promets, c'est vraiment le même temps que j'ai mis. Yaoundé, Douala, Bonabéry, à quoi? Ça change pas grand-chose. Mais parce que tout à l'heure, il me disait, je suis en chemin et j'entendais les klaxons. Mais ça fait
Mais Bonabéry, c'est à 5 minutes ici. Tu vois qu'on ne s'est pas parlé, Bissok, on a eu les mêmes problèmes. Moi, je viens de Yaoundé et lui vient de Bonabéry, on est presque tous arrivés en retard. Donc, ça confirme qu'il y a un réel problème, et surtout d'abandon de notre société par les responsables, et qu'il faut que maintenant, qu'ils prennent les responsabilités pour qu'ils n'aient pas honte demain. Parce que demain, c'est aujourd'hui. Alors, mais ce plateau est intéressant parce que Candace, elle est plutôt très optimiste, parce qu'elle monte une entreprise, elle donne de l'emploi aux jeunes comme elle essaie de s'en sortir. Et en face, il y a Valsero qui a, je pense, une autre vision. Alors, le Cameroun en 2016, est-ce qu'il vous parle, ce Cameroun? Est-ce qu'il vous va? Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce pays qu'on aimerait tous voir, évidemment, très beau, très grand? S'il me parle, oui. S'il me va, non, je crois pas. Hein. Personnellement, hein. Je sais, parce qu'après, je peux rencontrer sur un plateau des gens pour qui le Cameroun, ça va et que, voilà, c'est des perceptions et des angles de vue totalement différentes en fonction des personnes et des activités. Et moi, je ne suis pas opérateur économique, j'ai une vision globale de la société camerounaise. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas aux success stories, ce n'est pas généralement mon travail. Je m'intéresse plutôt à la vie normale, au quotidien normal des jeunes. Mais est-ce qu'il y a de vie normale sans success story? C'est aussi peut-être ça notre grave erreur, c'est-à-dire chaque fois on a toujours présenté l'accident du Ben Sekin, le fœtus à Bépanda, à côté aussi de cette jeunesse qui avance, qui travaille. Est-ce que c'est pas... Enfin, allez-y. Oui, mais tu sais, je crois personnellement que l'art de mélanger les contextes parfois sur un même plateau ou sur une même discussion ou sur les mêmes activités, fait que parfois on peut mélanger les success stories et la vie normale. Pour moi, une success story d'un pays comme le Cameroun n'est pas normal. Ça résulte de l'exploit. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un gros dépassement. J'ai écouté la jeune dame parler tout à l'heure et puis je finis par me rendre compte qu'en fait, elle a pas, après je peux me tromper, elle n'a pas une entreprise de 100% camerounaise. C'est-à-dire elle n'a pas une entreprise qui obéit essentiellement au contexte camerounais, à l'administration camerounaise, à la créa camerounaise, à beaucoup de partenaires étrangers. Juridiquement, on est 100% camerounais et on obéit à toutes les règles du Cameroun. C'est ça notre principal. Mais merci. Non, ce n'est pas un problème de promotion ou de... Je crois que quand vous travaillez dans un environnement, c'est un peu comme vous jouez au foot. Parfois, vous dites, si je vais acheter mes godasses à Bépanda, il y a de fortes chances qu'elles ne tiennent pas 90 minutes. Alors, je vais aller acheter mes godasses à Paris, ce sera plus facile. Mais si je viens jouer au Cameroun, alors Valsero, je vais vous poser une question. Pardon, Valsero, excusez-moi. Je vais vous poser une question. Vous êtes Camerouno-optimiste ou Camerouno-pessimiste? Je suis un Camerounais très optimiste, c'est pour ça que je me bats. Mais votre discours est antinomique. Non, mais s'il te plaît, après tu parles un français un peu compliqué avec Martial de Bissok. J'aimerais bien aller sur des choses beaucoup plus simples. Alors, je vais dire que, bon, je vais utiliser quoi? Je vais dire que, donc, ce que tu dis après est plutôt pessimiste. Oui, mais bien sûr, il faut savoir que c'est un agencement intellectuel très important à faire. Alors, je vais donc t'expliquer quelque chose. Non. Si tu me demandes quelque chose, tu attends que je te le dise. Et puis après, si tu n'as pas compris, tu peux m'expliquer ton truc. D'accord. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la promotion d'un endroit pour dire qu'on est optimiste. On est optimiste quand on lutte, quand on a une aspiration à quelque chose de meilleur. Parce que quand on se dit qu'en bagarrant, on peut arriver à quelque chose de meilleur, on va arriver à quelque chose de meilleur. Mais je ne fais pas l'autruche. Mon travail, c'est de bien me rendre compte de l'état dans lequel on est. Un état réel où je ne m'attarde pas sur les détails des réussites. C'est-à-dire que les 5% de réussite du Cameroun, pour moi, ne m'intéressent pas plus que les 15-95% d'échecs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sans enlever aux gens leur réussite, sans enlever leur capacité à réussir à se mouvoir dans notre environnement, je suis quelqu'un qui a un discours politique et la politique, c'est pour la majorité. La majorité, c'est pas... On ne s'attarde pas sur les quelques... Alors, tu me permets de parler parce que justement, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle la relance. Et dans la relance, on peut t'interrompre en récupérant ce que tu viens de dire, la politique. Et vous savez, dans le champ politique, souvent, ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Je vous dis pourquoi. Toutes les grandes sociétés, quand vous voyez l'Europe, pourquoi est-ce qu'ils avancent? Parce qu'ils ont des valeurs. Ce qu'on a réussi à faire en vous, c'est qu'on a tué les valeurs. Et on a réussi à monter chez vous tout ce qui est négatif. Et c'est pour ça que vous vous intéressez beaucoup plus à ce qui est négatif. Non. Ce qu'il faut faire, Valsero, c'est de vous intéresser à ce qui est bien. Parce que l'Afrique a besoin d'exemples. On ne peut qu'avancer avec les exemples. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a fait la couverture de Forbes Afrique. Et quand elle fait la couverture de Forbes Afrique, c'est pour inspirer de nombreux jeunes. Et quand vous rappelez aux jeunes
qu'il y a ce qui est difficile, ça crée ce qu'on appelle les automatismes langagiers. Laissez-moi finir. Non, ça crée ce peux qu'on pas. appelle les automatismes langagiers qui deviennent inopérants et qui brouillent la DASH, qui brouillent notre activité. C'est ça la règle. Donnez 30 secondes à Valsero, après on va revenir parce que Candace est aussi là. Je ne fais pas du vaudou. Ok? Si tu sais l'impact qu'un magazine comme Forbes peut avoir dans mon environnement et dans ma vie, je connais même plein de millions de jeunes Camerounais qui n'ont jamais lu Forbes. Ok? Je connais des millions de Ben Sikiner là-dehors. Vous parlez de votre environnement. Vous parlez de votre contexte de travail. Je parle de mon environnement et de mon contexte de travail. Les actes que je pose, les directions que je prends, les armes que j'utilise et les luttes que je mène sont contextuelles à mon environnement, c'est-à-dire d'où je viens. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous connaissez la présomption d'innocence. Je peux terminer. Vous ne pouvez pas parler. Non, c'est un débat. Vous ne pouvez pas parler de. Je ne savais pas que c'était un débat. C'est un débat. C'est un débat. Je ne suis pas venu sur ce truc. C'est un débat. Oui, pourquoi vous fuyez le débat? Non, je ne fuis pas le débat. Pourquoi vous fuyez le débat? Non. Alors, non, Bissor, c'est important ce qu'on dit. Oui, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas mon environnement. Aristide. Et vous dites que c'est votre environnement. Non, moi je suis un enfant de la rue. Aristide, moi je suis un enfant de la rue, ça fait 25 ans que je suis dans la rue. Moi je suis peut-être pas un enfant de la rue. Ah oui. Donc quand vous parlez de Ben mon Sikiner. environnement, qu'est-ce qui te fait croire que mon environnement c'est la rue? Non. Parce que vous parlez de Valsero. Deux dernières secondes. Vraiment deux petites dernières secondes. Entre le moment, cette société, parce que je te dis bien, on est en train de se mettre en opposition, alors qu'on ne devrait pas être mis en opposition. On est un certain nombre de Camerounais qui prenons le problème du Cameroun sous des angles totalement différents. Et je sais qu'en allant ensemble, chacun sous son angle, on peut arriver à avoir une globalité positive. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas être de ceux qui pensent, parce que je sais qu'il y a déjà suffisamment de personnes... Et là, je suis très d'accord avec vous. Valsero, maintenant vous êtes obligé, vous êtes conduit à être d'accord ou d'être d'accord. Ah non, là on est d'accord pour ce dernier. Il faut être d'accord. Alors, on dit souvent que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Candace, quand tu écoutes ton frère Valsero et en face Candace, cet échange vif et viril, ça montre qu'ils ont de la testostérone, tant mieux. Mais d'ailleurs, vous allez répondre si c'est facile de manager les hommes, les grosses têtes quand on a une structure et qu'on est une femme. Alors, la version de Valsero tout à l'heure était très importante. Il dit quand même que des épiphénomènes, c'est-à-dire des bouts de succès, ne doivent pas obstruer la dure réalité des millions de jeunes qui ne savent même pas par où commencer, à qui la société ne tend pas la main, à qui on ne propose rien. Quelle est votre lecture? Déjà, je tenais à complimenter Valsero pour sa passion et pour sa belle chemise Ralph Lauren que n'ont probablement pas beaucoup de Ben Sikiner et d'enfants de la rue. Néanmoins, je trouve malheureusement plus facile d'être confronté à la réalité que de rêver. Et pourtant, c'est le rêve qui fait avancer. Je ne vais pas vous décrire quelles ont été mes conditions de vie quand j'étais étudiante à SOA. Certes, tous les Camerounais n'ont pas la chance de faire des études supérieures, mais il y a quand même des centaines et des milliers d'étudiants qui vivent dans des conditions très difficiles, et j'en ai fait partie. Et à cette époque-là, je ne rêvais pas. Je partais du principe que pour réussir un peu dans la vie et être comme ces gens qui roulaient en voiture climatisée avec la marque de leur entreprise sur la portière, il fallait être l'enfant de quelqu'un, il fallait coucher avec quelqu'un, oui, il fallait tuer mystiquement quelqu'un. Enfin, j'ai été de ceux qui l'ont pensé. Quelques années plus tard, un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, j'ai la chance aujourd'hui de créer de l'emploi, d'inspirer des jeunes filles, de leur donner envie d'aspirer à autre chose que de séduire un homme pour survivre économiquement. Je forme des Camerounais à être plus compétents et à aller à la conquête du marché de l'emploi, non pas seulement camerounais, mais international. J'aurais aimé, quand j'étais une jeune étudiante perdue à SOA, avoir une femme qui me donne envie de croire que c'est possible. Et je revendique l'envie d'apporter cela aux jeunes d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur la partie moins, entre guillemets, glamour de mon parcours, mais je pense que si il faut des acteurs très réalistes, comme Valsero et moi-même d'ailleurs, il faut également des gens qui puissent dire à la jeunesse que quelle que soit ta condition, quelle que soit ta famille, quel que soit ton gouvernement, tu peux créer de belles choses et tu peux changer ta vie. Je pense d'ailleurs que certes, ce n'est pas sur la couverture de Forbes que je vais révolutionner la vie du premier Ben Sikiner qui passe, mais je vais donner envie à des gens qui sont peut-être étudiants, à des gens qui sont peut-être
dans un 2 ou 3 degrés autour de moi, de faire quelque chose. Et à leur tour, également, ils pourront influencer d'autres cercles. Et progressivement, regardez les États-Unis, le rêve américain. Tous les Américains ne sont pas sur Broadway, tous les Américains ne sont pas Barack Obama. Et pourtant... Mais je vous ai vu, pourtant, là, vous avez des airs de Michel. Alors, Kenda, je vais vous laisser parler parce que Valsero vous interpelle par le regard et il doit parler. Il va vous écouter. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on a longtemps appelé les leaders, les vrais managers, les hommes politiques de premier plan à venir. Mais jusqu'à présent, c'est comme si ces ministres se cachaient derrière un mur d'incompétence. Certains sont doctes, certains sont brillants, mais parfois ils ont peur de venir dire. Et depuis l'autre jour, enfin le message est en train de porter, et ça c'est peut-être le mérite de Canal 2 et les autres chaînes de télé, on a vu des ministres venir s'aligner. Et là, la question va à Valsero. Parce que ces gens sortent parce que le chef de l'État a parlé, après eux aussi restent tranquilles jusqu'à ce que le chef de l'État reparle dans un an. Est-ce que ce n'est pas ça le mensonge républicain? Est-ce que ce n'est pas de la comédie? Est-ce que ce n'est pas du faire semblant? Est-ce qu'on peut donner du crédit à ce genre d'action? Parce que quand ils sont interpellés normalement et en temps normal pour venir répondre, ils fuient. Vous pouvez faire 10 ans dans leur cabinet s'ils viennent déjà au boulot. Alors, mais quand c'est une occasion très politique, ils sont aptes à venir. Comment vous avez senti l'intervention des ministres qui sont venus après Biya? Laissons un peu le discours de Biya. Voyons l'attitude de ces ministres qui n'avaient pas forcément des arguments et qui étaient là pour faire de la petite farce. Oui, et c'est très important. Après c'est bien qu'on mette des profils de côté, qu'on les définisse très bien. Moi, je travaille et ce qui m'intéresse, c'est vraiment une perception politique de la société. Après, il y a des gens qui sont spécialistes et qui font des perceptions économiques, qui trouvent des mots, le vocabulaire, pour parler économiquement aux gens. Moi, je ne parle pas économiquement aux gens. Moi, je parle politiquement aux gens, donc de manière globale. Ça, c'est ce que j'essaie de te dire, pour que tu comprennes qu'on a... Si tu on a me permets... Maintenant, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question. S'il te plaît, Vasso, pour que je comprenne mieux. Je vais répondre à la question de Martial. Donne-moi 5 minutes pour ça. Pas 5, on est en télévision, Valsero. 2 minutes pour ça. Vous savez, ça m'a fait drôle de voir 4 ministres. Je les ai appelés les 4 mousquetaires ridicules. Parce que c'est pas tant soit peu ce que le président de la République a dit qui m'a choqué, aussi vrai que j'étais aussi choqué que la plupart des Camerounais. Mais c'est la réaction de ces ministres, déjà leur présence à 4, pour venir expliquer au peuple camerounais un discours qu'ils viennent d'écouter eux-mêmes. Ils viennent de leur dire, le président disait ceci, il disait cela, il disait ceci, il disait cela. J'ai regardé le ministre de la Culture, par exemple, et la question que je me suis posée, c'est comment tu traduis de manière culturelle dans ton travail en tant que ministre de la Culture ce que tu crois avoir compris du discours du président de la République, au lieu de juste être en train de nous l'expliquer comme si on était non, des mais Valsero, le ministre, c'est une fonction politique. Vous parlez de Kombi Mouele, qui a longtemps travaillé dans le cabinet de Paul Biya. Il se sûr même qu'il aurait écrit certaines belles pages du roi. Donc, il était à même d'analyser. C'est de l'analyse. C'est pas parce qu'on est ministre de la Culture. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est pas ce que Valsero a dit. Non. Valsero dit plutôt que le ministre, je crois ce que j'ai compris, le ministre est là pour impulser une dynamique culturelle. Et qu'il n'est pas là pour venir nous expliquer le discours du président, ce qu'il attend du ministre en tant qu'artiste. Surtout s'il a compris. J'ai vu 4 ministres arriver quelque part comme s'ils étaient tous en opposition de phase. C'est-à-dire, intellectuellement, j'étais inquiet. J'étais super inquiet de voir un ministre dire « j'ai vu des jeunes faire ça ». C'est un peu comme le discours qu'on est en train d'avoir maintenant. Hein. C'est vraiment le Cameroun en marchant les pieds sur la tête. J'ai vu un ministre dire « ouais, il y a plein de jeunes qui font ceci, je vois plein de gens qui initient, notamment le ministre de la Culture ». Et j'ai écouté le ministre du Travail, Grégoire, on a dit « ouais, mais qui sont les corrompus? Ce sont les jeunes. On leur dit « faites d'abord 2 hectares, un demi-hectare ». Ils ne veulent pas. Et pendant que son collègue dit non, les jeunes font quelque chose, ils avancent et tout. En fait, c'est... Ah, donc il y avait une cacophonie. Une énorme cacophonie. Mais Valsero, je peux te rassurer, sur ce plateau, il n'y a pas de cacophonie. Hein. C'est en bonne intelligence qu'on est là. Candace, est-ce que l'attitude des... Oui, je vais vous laisser poser la question, mais il fallait que Candace réagisse. Hein.
Est-ce que les ministres ont été convaincants? Je parle par exemple du ministre des PME. On a vu Minette Libo-Milekin parler de la numérisation, de quelque chose de très technique, quand on sait qu'elle est douanière à la base. Je ne veux pas dire que c'est antinomique, mais est-ce qu'on a senti qu'elle ne comprenait pas vraiment aussi là où elle mettait les pieds? Est-ce que vous, au Cameroun, vous croyez que l'incompétence, ou bien ne pas être à la bonne place, c'est aussi ça le cancer du Cameroun, ou l'un des cancers? La méritocratie. Je ne parle pas de compétences intellectuelles, je parle de mettre des bonnes personnes à la bonne place pour que la machine tourne. Je pense que c'est une approche comme tant d'autres. Bon, après, je tiens à préciser, je ne suis pas politologue, malheureusement. Néanmoins, il y a différentes approches quand il s'agit de constituer un gouvernement. Il y a des gens qui choisissent de concevoir un gouvernement classique, et il y a ceux qui choisissent par exemple de concevoir des gouvernements de technocrates, mais c'est des choses assez nouvelles et que l'on n'a pas vues dans tous les pays, parce que traditionnellement, dans plein de démocraties, on a un ministre qui n'est pas nécessairement un spécialiste du sujet, mais qui est supposé, au regard des informations que lui apportent ses collaborateurs, qui eux doivent être à la pointe, impulser une dynamique et faire changer les choses. Donc pour la crédibilité ou la portée du discours d'un ministre, en réalité, de mon point de vue, de ce que je crois comprendre de la politique, est très assujettie à la pertinence et à l'expertise et au professionnalisme de ses collaborateurs, à la compétence de ceux-là. Donc je pense qu'il faut, à défaut de tout savoir, je dirige une entreprise, je ne sais pas tout. Je veux dire que l'essentiel du succès de mon entreprise est constitué par le travail. Oui, mais Candace, vous êtes diplômé de l'ESSEC. L'ESSEC, ce n'est pas pour planter les oignons. Hein, c'est des grandes techniques pointues de management. Mais comme on dit, une main ne peut pas attacher un balai. Il faut un village pour Kenda. faire un Alors, Valsero, j'aime bien quand je peux te tutoyer. Hein. Bien sûr. J'aime bien quand tu dis que tu parles aux jeunes de politique. Alors, tu sais pourquoi tu as le sentiment qu'on se marche dessus? Parce qu'au Cameroun, on n'a pas de clivage. On ne sait pas qui est de la gauche, qui est de la droite, qui est au centre, qui est à l'extrême droite, qui est à l'extrême gauche. Alors... Mais Kenda, juste une précision. Oui. Pourquoi vous exigez ça des Camerounais alors que même sur l'axe lourd, on ne sait pas qui roule à droite, qui roule à gauche? Pourquoi en politique, vous voulez que ça se fasse normalement alors que dans la vie, on se monte dessus? Valsero, c'est ça le problème. Alors, moi, j'ai envie de savoir quelles sont les valeurs que tu véhicules en politique et quelles sont les valeurs que tu transportes globalement. C'est-à-dire, est-ce que tu es un gars porté à droite ou à gauche? Et qu'est-ce que tu diffuses dans la jeunesse? Parce que la vérité, c'est que si l'électorat devient un bétail après, c'est parce qu'on peut les entraîner à gauche comme à droite sans que les gens aient de repères. Et quand on parle de repères, c'est ce dont parlait Candace. C'est le rêve qui vous permet de regarder donc vers les repères. Alors, comment vous fonctionnez? Rêve et conviction. Et conviction, comment vous fonctionnez? En matière politique, il y a un mécanisme important qu'on appelle la mobilisation, la formation et l'information. L'une des choses les plus importantes, c'est de mettre à la disposition des gens les informations dont ils ont besoin pour se développer, les informations dont ils ont besoin pour se mouvoir dans leur environnement. Et personnellement, je pense que l'un des problèmes dont souffre le Cameroun, c'est ce qu'on appelle ce régime de conservation du pouvoir, qui a un procédé simple, c'est d'écarter toute forme écarter les jeunes à la participation et à l'engagement. Parce que c'est ça qui maintient la conservation du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent provoquer une alternance, qui peuvent provoquer une ligne qui bouge, qui peuvent choquer. Mais quand on crée une situation où on éduque les gens, où on forme les gens, on stresse les gens émotionnellement, on presse les gens émotionnellement en les mettant de côté. Vous savez, on est dans le même pays où on avait dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Ce sont ces mêmes bouches qui veulent demander aux jeunes aujourd'hui d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On est dans un pays où on interdit par exemple à la politique d'entrer à l'université, mais c'est sur ces jeunes universitaires, c'est sur eux. C'est pas comme si on était juste en train de former des hommes d'affaires, des gens qui ont des entreprises, des sociétés. C'est pas seulement ça un pays. Alors Valsero, vous êtes ingénieur à la base. Et le Cameroun a plus besoin d'ingénieurs en ce moment. Pourquoi c'est derrière un micro
qu'on s'est caché pour mener sa révolution. Est-ce que c'est le bon combat ou est-ce qu'on a peur de toucher les boutons ou il y avait une vétusté où vous vous en foutez? Vous avez fait 7 ans de supérieur pour rien. Ben, je crois surtout qu'après, il y a une progression. C'est-à-dire qu'on sort direct de l'école, on a vraiment envie d'avoir un boulot. OK? Donc, c'est une démarche qui a été faite. C'est juste que non seulement je n'étais pas tout seul dans ma classe, donc on était des tonnes à avoir eu le diplôme d'ingénieur à l'époque. Ça veut dire que, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être concentrés à vouloir être ingénieur. Mais au fond, j'ai eu, dans la recherche du travail, la possibilité de découvrir le Cameroun, de découvrir les gens. Et je me suis rendu compte qu'être un ingénieur dans cet environnement, moi, ça n'allait pas être plus important pour pouvoir développer le Cameroun. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'aller m'enfermer... Vous vous rendez compte de ce que vous dites, Valsero? Vous aurez pu être le petit Zuckerberg du Cameroun ou je ne sais pas, créer quelque chose. Je sais qu'il y a des tonnes de jeunes qui peuvent faire des Zuckerberg. Voici une jeune fille qui fait une entreprise magnifique. Et qu'est-ce que tu fais pour l'encourager? Ah mais non, je n'ai pas à l'encourager parce que pour qu'elle fasse son entreprise, elle n'a pas eu besoin d'encouragement. Elle est allée chercher son encouragement au fond d'elle. Et c'est ça mon travail avec les jeunes aujourd'hui. Quand je fais la promotion de l'engagement, c'est de dire aux jeunes, allez chercher au fond de vous l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour faire bouger une ligne. Ça c'est très important aussi. Et politiquement c'est important parce qu'il s'agit de s'engager pour sa société. Tout le monde n'est pas censé être riche. Donc, je ne peux pas me lever un matin et avoir tout le temps le discours dans la bouche de dire aux jeunes, créez des entreprises, faites des hectares de ceci, faites de cela, alors que je sais très bien et travaille dans un contexte où on n'a pas besoin que de ça. On a besoin de penser la société. On a besoin de penser le bien-être commun. Des gens qui n'ont pas d'entreprise ou qui ont des entreprises. On a besoin de cultiver la participation. Et si les jeunes, à un moment, vont se cacher au Fonds national de l'emploi à la recherche et du travail, vont se cacher au ministère des PME à la recherche d'un financement pour faire un truc, il faut bien qu'ils sachent que la politique mise en place nécessite quand même leur attention aussi. Parce que c'est ça qui construit le cadre de travail dans lequel ils veulent se mouvoir. C'est la politique globale, celle qui est mise en place d'encadrement, qui peut aujourd'hui rendre les success stories plus nombreuses et plus possible. Mais on ne peut pas tous travailler, aller à la quête d'une success story, sauf qu'il y ait des gens comme nous autres qui travaillent juste sur l'environnement, juste sur le contexte dans lequel les jeunes doivent se mouvoir pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent faire. Nous travaillons tous sur l'environnement. Oui, allez-y, Candace. Nous travaillons tous sur l'environnement. Personne ne va à la quête d'une success story, ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est comment je crée de la valeur avec mes compétences ou mes talents dans l'environnement dans lequel on m'a attribué de changer les choses. Et quand ça marche bien, quand ça révolutionne des vies, comme nous avons révolutionné la vie de milliers de commerçants camerounais qui ont fait grandir leur chiffre d'affaires grâce à l'e-commerce en vendant dans tout le Cameroun, on crée de la valeur et c'est cette valeur-là qui vaut justement la mise en lumière de ces success stories. Sinon, on fait juste du showbiz et ce n'est pas le but. Si tu me permets, Bissop, oui, parlant de valeurs, et il a parlé tout à l'heure de construction, et vous savez qu'il faut reconstruire le système de valeurs, et on ne construit que sur une fondation. Et je crois que l'un des joyaux du régime Biya, c'est quand même le musée national du Cameroun, qui est un centre de renaissance du Cameroun. Et vous savez que c'est un enracinement culturel et qu'on ne peut rien sans notre culture. Je vous pose la question à deux. Que pensez-vous de votre rapport à votre culture? Ça veut dire spirituellement, vous êtes à quel niveau? Ben moi, de toutes les manières, les référents ont l'art de grandir les populations. C'est important d'avoir des référents. Et dans un contexte de conservation du pouvoir, on n'est pas là pour faire grandir les gens. Donc, on piétine les référents. Je vais vous prendre l'exemple de l'endroit où vous avez pris le musée national. Je ne sais pas la dernière fois que vous y êtes allé, mais moi, la dernière fois où j'y suis allé, j'avais plus de photos de Paul Biya que de Oum Yobert ou de Martin Paul Samba ou de quoi que ce soit. Il faut très bien savoir que l'une des choses dans un contexte de conservation de pouvoir, c'est aussi ce nombrilisme. Il faut que les jeunes ne connaissent pas leur histoire. Il faut faire croire aux gens que personne ne se bat pour le Cameroun et que tout le monde se bat pour lui-même. Qu'on est dans ce contexte où, ben voilà, j'ai réussi à faire ma chose. Et excuse-moi encore, ma grande, il ne s'agit pas d'une guerre contre le chef d'entreprise. Je prends vraiment le truc globalement. Sinon, c'est un peu difficile. On aurait fait une émission forte où les gens ils parlent de leur travail économique. On n'aurait pas eu cette discussion totalement ridicule qui semble nous opposer. Non, Valser, vous ne pouvez pas dire ça. Ah c'est aussi ça le débat. Je suis d'accord. Il ne faut pas toujours... c'est pas un sectarisme. Le Cameroun est très clivé. C'est-à-dire ceux qui sont... C'est ce qui me gêne un peu. Ceux qui sont
diplômés du lycée de Bodmakak marchent ensemble et ceux qui sont diplômés du lycée de Mbanga, voilà. Mais il faudrait Valsero, mettre ces valeurs du Cameroun juste pour ensemble préciser pour le présenter, musée, voilà. tu n'as pas aimé de savoir que nous avons taillé la pierre, il y a des pierres de plus de 50 000 ans au musée. Tu n'as pas aimé de savoir que la société Boom était déjà hiérarchisée. Dans ce musée, tu n'as vu que la photo du président. Tu n'as pas vu que... Tu sais, quand tu vas au palais de sport, aussi vrai qu'on a le parquet et les gradins, Ouais. la première chose que tu vois, c'est la photo de 4 mètres du président qui est à l'intérieur. Il faut faire très attention à ces petits détails. Je ne tiens pas à noyer mon histoire au milieu du nombre. Valsero fait tourner. Alors Candace, il a parlé de la culture, la place de la culture. Parce que la jeunesse aujourd'hui, et peut-être on va chuter sur Valsero tout à l'heure, elle est plus enclin à coller la petite. C'est de nouveaux phénomènes. Peut-être on adhère. Mais est-ce que les jeunes savent qui ils sont, qui ont été leurs parents, les combats, l'histoire? Et c'est peut-être de tout ça qu'on parle aujourd'hui, la spiritualité. Est-ce que vous croyez en vos racines, vos petites écorces, votre cœur qui bat, ces valeurs immatérielles, mystiques de la nuit, l'ésotérisme, la force africaine? Est-ce que tout le monde doit être extraverti aujourd'hui sur WhatsApp ou tout? Enfin, vous croyez en quoi? Est-ce que vous connaissez la culture? C'est une question très vaste et très riche à laquelle je vais essayer de répondre dans sa Oui, très vite, c'est la télévision, on y va. Typiquement, en ce qui concerne la culture, est-ce que nous connaissons nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents? Je pense que de manière générale, les gens aimeraient tous maîtriser leur culture, mais il faut dire aussi que cette transmission-là n'est pas forcément à la responsabilité des gouvernements ou du chef de l'État, ça commence dans les familles. Malheureusement, dans les familles africaines, camerounaises, je veux dire, cette transmission-là est souvent parasitée par des drames familiaux qui se jouent, par des pères absents, par des mères noyées par leurs soucis, par des conditions alimentaires ou sanitaires inacceptables. Donc parfois, la culture est passée au 3e ou voire au 10e plan. Heureusement, ça c'est mon côté optimiste forcené si vous voulez, il y a de nouveaux axes de communication de la culture. Par exemple, pour revenir à l'économie numérique, il y a Olivier Badiba qui a créé Kiro Games, le jeu Orion, vous en avez peut-être entendu parler, le premier jeu vidéo d'aventure africain qui raconte une histoire d'aventure inspirée de rituels, de légendes africaines, de rapports hiérarchiques ou familiaux africaines, d'épopées très positives qui donnent envie de creuser. Donc, ça n'a pas, peut-être que ça n'a pas été parfait, la transmission et l'envie de s'intéresser à la culture, mais aujourd'hui, il y a des jeunes Camerounais qui travaillent au Cameroun avec des instruments camerounais, qui rayonnent à travers le monde à partir de Yaoundé, et qui peuvent donner envie, d'abord au Japon, aux États-Unis, au monde entier, de se dire, ah tiens, qu'est-ce donc la culture camerounaise ou la culture africaine, et à ceux d'ici d'être fiers et de le revendiquer. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est en cours de devenir. Et je pense que au final, l'essentiel n'est pas d'être immatriculé écorce du village, musulman, catholique, ou que sais-je, etc. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la foi en quelque chose, d'avoir sa petite pratique. Oui, mais on ne peut pas avoir la foi à quelqu'un d'autre ou à des choses d'ailleurs. C'est exactement. Ne disons pas. C'est très important. Jusque-là, votre discours est parfait. J'allais terminer, je disais la foi en quelque chose, mais de toute façon, la racine de la foi, c'est la foi en soi. Le principal, notre vraie boussole, elle en est à l'intérieur de nous, c'est notre intuition. Mais vous aussi, vous devez être enraciné quelque part. On est enraciné là où on veut, finalement. Mais je pense que travailler déjà sur votre intérieur, sur votre concentration, sur votre intuition. Ça veut dire croire en l'homme africain, aller chercher quelque chose de profond en soi pour partir et ne pas laisser quelqu'un d'autre conduire votre voiture. Sinon, vous avez les Nations Unies qui viennent avec la farine le jour et puis autre chose la nuit. Bon, alors, Valsero, on va sortir de ce programme. Quelle est votre vision, votre regard du Cameroun aujourd'hui, de la jeunesse, en un mot? De la musique aussi, puisque vous êtes encore musicien, même si vous êtes très politique, ce qui est votre honneur, qui est à votre honneur d'ailleurs. En un mot, comme j'ai toujours, il faut voir dans quel contexte on est. Il faut pouvoir poser le vrai diagnostic du Cameroun, du moins pour pouvoir lui appliquer le bon médicament. Parfois, c'est très important. Tout à l'heure, vous parliez de culture. À chaque fois, vous remarquerez que je parle toujours de conservation de pouvoir. Parce qu'en fait, c'est un régime... Vous buguez là-dessus, hein, oui, votre CD. Oui, c'est un régime qui s'applique au Cameroun. Et dans la conservation du pouvoir, il y a 2 mécanismes très importants.
pour pouvoir arriver au... Parce que c'est un contexte, hein, la conservation du pouvoir. Ce n'est pas juste un mot. C'est vraiment un contexte. Dans la conservation du pouvoir, on a par exemple la créativité musicale. Elle est orientée. C'est-à-dire que dans la conservation du pouvoir, on vous démontre évidemment ce qui marche, ce qui devrait marcher dans notre environnement. Quel type de musique vous devez faire, quitte à détruire la structuration d'une politique culturelle qui rendrait les auteurs libres de créer. Parce que comme je le disais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un artiste ait du succès? C'est qu'il soit allé danser à l'école des enfants avec Chantal Biya et qu'il ait fait sa photo avec Samuel Eto'o à Paris et qu'il ait sa photo avec le ministre de la Culture. Quand tu as ces 3 trucs sur Facebook, on dit « Ah, toi, tu es arrivé quelque part. » Mais est-ce que c'est mauvais? Je crois que c'est très limité parce que ces gens qu'on prend pour référents, qui matérialisent le succès. Je vais prendre quand même, par exemple, je ne sais pas. Est-ce que Franco, c'est un succès? Bien sûr. Est-ce qu'il a dansé avec Chantal Biya? Crois-moi, cousin, même le ministre Grégoire Ouona, le préfet et tout ça, ils ont même parlé politiquement de cette chanson. Mais ce n'est pas un problème de succès. Quand je prends un mec comme Franco, par exemple, Franco est un artiste contextuel du Cameroun. C'est un artiste qui a étudié la société camerounaise et il a découvert que les Camerounais étaient portés sur la légèreté et quelque chose qui tourne au sexuel. Il a constaté que c'est ce langage qui parle aux Camerounais. Et la preuve, quand il a fait cette chanson, après avoir pris en compte tous ces éléments, il a fait 14 millions de vues sur YouTube. Quand il va chez, il s'appelle comment, chez Koweït, Koweït est super content d'avoir un petit Africain qui démontre très vite qu'en Afrique, on est vraiment un peu stupide. Donc, parce que c'est pas son objectif de montrer qu'on est intelligent et qu'on est grand. Donc, tout d'un coup, il fait son truc et quand tu vas lire les commentaires, personne ne comprend parce que tout le monde qui regarde et qui écoute Énergie, personne ne connaît de quoi il s'agit. Donc, il y a cette manière d'orienter la créativité qui est très importante pour pouvoir conserver le pouvoir. Et puis après, je vous ai dit, il faut ignorer votre histoire. Il faut à un moment que vous ne sachiez, vous n'ayez pas de bons référents, qu'aujourd'hui, on peut se lever le matin et entendre des ministres de la République dire qu'ils sont des créatures. On peut écouter une chanson à la télé le matin, à midi, le soir, qui commence par Paul Biya, le père des orphelins, Maman Chantal Biya, tout ça. Il faut vous rendre compte qu'on a réussi à créer un contexte pour dire aux gens, si vous ne faites pas ce type de musique, vous êtes blacklisté. Vous êtes blacklisté et vous ne vous en sortez pas. Merci Valsero. Le temps nous tient à la gorge. Hein. Alors, Candace, un dernier mot pour partir de cette émission, quelques bribes d'espoir pour demain. Est-ce que vous comptez vous développer plus? Est-ce que vous croyez en ce pays? Est-ce que vous aimez l'entrepreneuriat? Vous aimez les Camerounais, les jeunes? Oui, sans aucun doute. Je pense que, justement, vous parlez d'espoir. L'économie numérique, justement, va permettre à des entreprises d'être plus productives, va permettre la création d'emplois, va permettre de réduire la fracture, justement, entre le Cameroun urbain et le Cameroun rural, parce que l'économie numérique le permet. Nous avons déjà des avantages dans notre écosystème. On est naturellement, il y a une très belle énergie entrepreneuriale au Cameroun. Il y a un encouragement, ou en tout cas une émulation de l'innovation, de plus en plus avec de grandes entreprises qui organisent des concours d'innovation, des initiatives comme le Digital First Day qui stimulent un peu le numérique. Tout n'est pas parfait, mais il y a de très bons indicateurs en place et le Cameroun a une belle opportunité, grâce au numérique, grâce à l'e-commerce par Kemu ou d'autres entreprises, d'être le hub et la référence de la sous-région. Kenda, 30 secondes. En 30 secondes, je voulais seulement dire à mon cher frère Valsero que la musique, ou bien l'art, a ceci de chic, c'est que ça a une dimension esthétique et non scientifique. Et vous voyez, quand vous voyez un tableau, vous pouvez aimer, et moi, je ne l'aime pas. Et quand vous voyez qu'une musique marche, c'est parce que la mélodie, l'orchestration musicale est d'abord parfaite. Et derrière les paroles, c'est simplement l'artiste qui vous renvoie votre propre réalité. Parce que quand on dit coller l'artiste... Je te trouve même drôle quand tu dis ton truc. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression... Vas-y, dis ta chose. Et l'art a ceci de magnifique. C'est ça qui est génial. Quand on a commencé le rap, par exemple, vous avez fait du rap? Non, pas moi. Quand le rap a commencé, c'est ça votre manière de parler des choses dont vous ne savez rien? Non, tellement de facilité. Je pense. Quand le rap a commencé, les gens aux États-Unis
tout vert, c'est pas de la musique. Kenda, oui. Mais Alors, pourtant, c'est de la musique. Aristide Kenda, merci Valsero. Voilà. On a réussi effectivement, on a réussi à vous présenter en quelques minutes un panel expressif de ce que le Cameroun peut avoir comme richesse et comme force. Candace Kodbisek, Community Manager, Country Manager de Kému. Et c'est une révolution. On aurait juste souhaité que ça aille plus vite. Ailleurs, au Mali, par exemple, les drones font déjà des livraisons. Ça travaille dans le numérique. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Bravo, bonne continuation. Merci Valsero d'avoir fait Bonabéry à quoi en 6 heures. C'est un vol Paris-Johannesburg, Yaoundé. Merci à Kenda d'être venu. On essaiera chaque semaine, malgré le temps qui est imparti, on le dit toujours, on essaiera de faire avancer le débat. Allez, bon week-end à vous. On se retrouve samedi prochain. Et merci d'avoir été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Bon week-end.